La belle vie, deuxième partie, la suite du le roman de Miro de Louis Pergaud. La Guélotte ouvrit la porte la porte de dehors, mit la main en cornet derrière son oreille, écouta et regarda. Mais dans la nuit calme, aucun pas ne s'entendait et le blanc lacet de la route se déroulait désert entre les grands jalons des peupliers bruissants. Elle rentra, referma lui avec violence et, de colère, poussa même dans l'évidement de murs qui servait de gâche le lourd verrou d'acier. Si tu t'amènes maintenant, tu poseras un peu, grande charogne, Ragea-t-elle. ça t'apprendra à arriver à l'heure. Le couvercle de la marmite grondait plus violemment, comme énervé lui aussi. Des souris, avec un bruit de charge, galopant entre le plafond et le plancher de la chambre haute, détournèrent la mique de sa rêverie et l'immobilisèrent un instant, les yeux ronds et flamboyants, dans une attitude d'affût. Mais, reconnaissant ce bruit familier et sachant par expérience que celle-là était, pour l'heure du moins, hors de portée de sa griffe, elle reprit sa pose nonchalante et son air de sphinx. Sur un sac, insoucieux, les petits chats dormaient derrière le poêle. Il va faire du temps demain, pour sûr, Prophétisa la Guélotte, un instant distraite, elle aussi, de la pluie ou de la bise. Chaque fois que nos rats bougent, ça ne manque jamais. Et ce grand gouillant, qui ne revient toujours pas, Jésus, qu'il y a pitié aux pauvres femmes qui ont des maris ivrognes, pourvu tout de même qu'il ne lui soit pas arrivé malheur, s'il fallait encore le soigner. Aller au médecin, au pharmacien, dépenser des sous, et il s'est laissé enfiler un mauvais cochon, une murie, qui est mauvaise bouche. C'est qu'on tombe quelquefois sur des sales bêtes qui ne savent sur quoi mordre et qui ne profitent pas. Un coup de poing dans la porte interrompit son soliloque et la fit tressauter. Mon Dieu, et moi qui ai mis le verrou, si longtemps quand je le retirerai, qu'est-ce qu'il va dire, surtout s'il est sous? Je vais gueuler avant lui. Elle ne fit qu'un saut jusqu'à l'entrée, tira silencieusement la targette et ouvrit vivement la porte. Philomène, le chasseur, entra avec sa femme. Ils apportaient un sac de sel que Lisée, au moment du départ, avait fait charger sur leur voiture et par la même occasion venait voir le petit cochon que le patron devait ramener. « Comment, Lisée n'est pas rentrée ?» s'exclama l'homme. « Non, » répondit la Guélotte, très inquiète. « Mais où l'as-tu laissé là-bas à Roquefontaine? Quand l'avez-vous quitté ?»« Ma foi, » reprit Philomène, « si je ne me trompe, je crois bien que c'était au café Terminus. Oui, sûrement. Nous avons bu 1 litre ou 2 avec Pépé de Verlan, et on a un peu parlé de la chasse, naturellement. Il a tué 19 lièvres dans sa saison, ce sacré Pépé. Et il compte bien aller jusqu'aux 2 douzaines. On a beau dire, c'est lui le doyen. Avec Lisée et moi, sans nous vanter, on est bien les 3 plus fameux fusils du canton. Il ne voulait pas croire que Lisée ne chassait plus. Si, C'était pas toi qui me le dises, là, en chair et en os, que t'as vendu ton flingot et ton vieux taille haute, je pourrais pas me le figurer. Qu'est-ce que tu veux? S'excusait Lisée. J'étais pris. Les gendarmes et le brigadier forestier Martin m'avaient à l'œil. Je me connais. J'aurais pas pu me tenir et ils m'auraient sûrement repincé. Alors tu vois le tableau, nouveau procès verbal, plus de 30 francs à verser pour conserver la quisse, et la vieille à la maison qui râle que je nous ficherai sur la paille. J'ai tout bazardé. Sacré nom de Dieu, reprenait Pépé. J'aurais jamais eu ce courage-là, moi. C'est les lièvres de Longeverne qui doivent rien rigoler. Ah, mon vieux, n'en reparle pas, ça me fait trop mal au cœur. Là-dessus, la bourgeoise est venue me prendre. Je les ai quittés, et nous sommes partis sur le champ de foire acheter une mère brebis avec ses 2 moutons pour les hiverner.
Vers 2 heures, je suis repassé à l'auberge pour charger le sac de sel que ton homme y avait entreposé, mais on m'a dit que Lisée n'était plus là et qu'il était allé chez quelqu'un avec Pépé. J'ai pensé que c'était pour le cochon, mais j'avais plus le temps d'attendre et on s'en est revenu à Longeverne, les deux, la vieille. Il n'était pas saoul, Lisée, quand tu l'as quitté? S'inquiéta la Guélotte. Oh, ça non, j'en suis sûr. Il n'était pas à jeun, bien entendu, on avait bu 1 litre ou 2. Mais pour dire qu'il était saoul, non, on ne peut pas dire qu'il était saoul. C'est que j'ai rien que peur qu'il n'ait encore fait des bêtises. Quoi? Quelle bêtise veux-tu qu'il fasse? Sait-on, les hommes saouls, asseyez-vous toujours un moment. Il ne va sans doute pas tarder de rentrer. Vous prendrez bien une tasse de café ou une goutte? On prendra une petite larme, histoire de trinquer. La femme de Philomène s'assit sur le canapé, près de la mique qu'elle caressa, tandis que son mari se mettait à califourchon sur une chaise. Lentement, il nettoya sa pipe, dont il taqua le fourneau contre le dossier du siège, puis, extirpant de sa poche de pantalon une vessie de cochon séché et bordée de tresses noires contenant son tabac, il bourra méthodiquement et avec le plus grand soin son brûle-gueule. Il trouva dans une poche de son gilet 2 allumettes de contrebande collées l'une à l'autre, les sépara, en frotta une contre sa cuisse et alluma, affirmant son profond mépris du fisc. « Vive la régie de Versailles! Si on n'avait pas celle-là pour enflammer celle du gouvernement, on pourrait bien se brosser pour avoir du feu. » Sa femme, durant ce temps, s'inquiétait de la façon dont pondaient les poussines de la Guélotte et du nombre de petits qu'avait fait sa grosse mère Lapine. Philomène tira des bouffées régulières de sa pipe, le poêle ronflait doucement, les minutes coulaient comme une onde monotone, rien ne bougeait au dehors. Dans son papotage avec la voisine, la Guélotte, excitée, oubliait un peu que les aiguilles de l'horloge tournaient. Quand son culot, 3 fois rallumé, s'éteignit définitivement, que son verre fut vide, les 10 coups de 10 heures sonnèrent, et Philomène, frappant 2 claques sur ses cuisses, se leva. « 10 heures !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce que ce sacré Lisée peut bien foutre? Allons, il est temps d'aller au lit. Demain, la charrue nous attend. Nous avons une planche à lever et le travail ne se fait pas tout seul. Mais on reviendra sur le coup de midi pour voir ton petit cochon. »« Vous en verrez 2, répondit la Guélotte en qui remontait la colère. Le petit et le gros qui doit ramener l'autre. En vérité, je ne saurais dire quel est le plus cochon des 2. Ah, le gouillant, le salaud, la sale bête !» Et sur le pas de la porte, en éclairant les voisins, elle entrecoupait ses remerciements et ses bonsoirs d'invectives violentes contre son ivrogne de mari qui ne pouvait jamais rentrer de jour. 1 heure se traîna encore, puis 1/2. La Guélotte s'était couchée sur le canapé et avait essayé de dormir, mais c'était bien impossible. Alors elle s'était relevée, puis de 5 minutes en 5 minutes était allée écouter à la porte si elle entendait marcher sur la route, et en fin de compte, résignée et ronchonnante, elle tricotait sa chaussette tout en poussant des monosyllabes qui en disaient long sur la façon dont elle se préparait à accueillir le retour de son homme. Le crissement des gros clous de souliers sur le pavé du seuil la fit bondir à la cuisine, la lampe à la main, pour éclairer l'entrée du maître. Alors la porte s'ouvrit, et Lisée, magnifiquement saoul, s'encadra dans le chambranle. Il ne ramena point de petit cochon, mais une bretelle de cuir fauve suspendait à son épaule gauche, un fusil le faucheux à 2 coups, tandis que, de la main droite, il tenait une cordelette au bout de laquelle un petit chien de 3 à 4 mois tirait de toutes ses forces vers les marmites. « Ici, Miro, nom de Dieu! Ici, sacré petit rosse! T'es pas plus pressé que moi !» bégayait Lisée, la langue pâteuse. « Et le petit cochon ?» J'ai pas dégoté ce qu'il me fallait, mais tu vois, j'ai retrouvé un fusil et un chien. Ça pouvait pas durer plus longtemps, cette comédie. Lisée qui ne chasse plus, allons donc. La Guélotte, blanche comme un linge, figée comme une statue, fixait tour à tour son homme et le chien. Fais à manger à cette bête, commanda Lisée. Tu vois bien qu'elle a faim. Et les sous, décrocha enfin la Guélotte. Puisque je te dis que j'ai racheté un fusil et un chien. Oh, mon Dieu, doux Jésus, ayez pitié de nous, râla la femme en se tordant les bras.
Misère de moi d'avoir un pareil ivrogne. Nous serons un jour à la mendicité, oui, nous crèverons de faim sur la paille. Assez, assez, nom de Dieu, ou je refous le camp, menaça Lisée. Mais sous l'eau, qu'est-ce que tu boiras cet hiver, puisque tu as déjà tout bu aujourd'hui les sous du ménage? Qu'est-ce que je boirais, moi? Tu te têteras, répliqua Lisée, philosophe. Ah oui, tu peux bien plaisanter, grand voyou, grande gouape, grand saligot, point de cochon, point de lard, point de jambon, point de saucisse. Tu mangeras ton pain sec, grand mandrin. Cette réception n'était pas tout à fait du goût de Lisée, qui commençait à en avoir assez de ses injures et de ses prophéties. L'alcool, non cuvé encore, rallumait en lui ses vieux sentiments batailleurs. Il était temps que sa femme cessât, et il le lui fit bien comprendre dans une réplique acerbe et virulente, dont le ton ne laissait aucun doute sur la qualité des actes qui allaient suivre. « Et moi, qu'est-ce que je mangerai avec mon pain ?» continua-t-elle, gourmande. « Tu mangeras de la merde, au nom de Dieu !» tonna-t-il. La guélotte se tut. « Fais à manger à cette bête, et vivement !»« Sale viotche !» ragea la femme en bousculant le chien. Ce fut ainsi que Miraut entra dans la maison de Lisée. C'était donc le chapitre 1, donc c'est la fin du chapitre 1 du roman, le roman de Miraut de Louis Pergaud sur Chameau Télé.